Bien, après avoir fait quelques rappels sur le package Panda, on va passer au package datetime. Donc datetime, c'est un package, je dirais, un peu standard de Python qu'on peut utiliser dans plein de contextes, donc qui gère les dates et le temps, comme son nom l'indique. On l'importe de la façon suivante, donc import datetime as dt. Donc dt étant le label de datetime ici. Donc pour introduire ce package, la fonction dt.datetime.now, ok, ça vous affiche, si on la stocke dans la variable maintenant, ça vous affiche le jour, l'heure actuelle et les millisecondes. Ok, donc ça peut être intéressant si vous faites des applications d'avoir le temps maintenant. Ok, donc ici le point datetime, il ne correspond pas au nom du package qui lui aussi s'appelle datetime. Ok, le package datetime as dt. dt contient datetime et on le verra après, il contient aussi simplement date. Donc la différence entre date et datetime, évidemment, c'est que date, ça contient l'année, le mois, le jour, et datetime, ça contient l'année, le mois, le jour, plus les heures, les minutes, les secondes et les millisecondes. Ok. Donc si par exemple, un autre exemple ici, on stocke dans today dt.date today, donc là c'est simplement ce dont je vous parlais, c'est pas datetime, mais c'est date, okay, donc ça nous renvoie une date. Si on veut récupérer spécifiquement l'année, le mois ou le jour, ok, donc c'est cet ordre-là, hein, c'est le mois au milieu, le jour à la fin et l'année au début. Donc on peut faire today, donc la variable, point year, point month, point day, pour obtenir les valeurs numériques du mois, du jour et de l'année. Donc, comment on construit une date à partir de rien du tout? Donc dt.date, parenthèse, 2019, donc l'année, le mois et le jour. Ok, donc si je l'affiche, ça me sort un objet de type datetime.date avec la date. Ok, donc si on fait plus précisément type, ça va nous retourner datetime.date. Okay. Si par exemple je me gourre et que je dis qu'il y a 32 jours, normalement ça ne devrait pas fonctionner. Voilà. Et vous allez avoir day is out of range for month. Donc en fait, datetime gère pour vous, il réfléchit à votre place sur le calendrier en réalité. Okay. On va mettre 13. Donc si vous mettez un mauvais jour ou un mois qui n'existe pas, ou voilà, si ce n'est les années normalement qui existent quoi qu'il arrive, tant qu'elles sont positives, je crois, j'ai jamais essayé. Voilà. Donc, alors je crois qu'on part du calendrier, on part de 1. Donc on parle de l'année 1. Ok, j'avais jamais essayé, mais bon, en général on s'en fout, on est on est au 21e siècle, donc ça sera plutôt 2020. Ok. Euh, type, ok. Donc maintenant, si on veut spécifier un objet datetime et non plus date, donc ici datetime, donc année, mois, jour, heure, minute, seconde, milliseconde. Ok. Donc ici le type, ce sera bien datetime.datetime. Ah, si on l'affiche, ça va nous afficher l'objet, comme tout à l'heure. Ici, pour récupérer les éléments correspondant à un objet datetime, donc là, je crois qu'on peut faire seconde aussi. Voilà. Donc, pour récupérer chacun des éléments dans un objet datetime, donc l'objet datetime ici c'est A, donc .year, .month, .day, enfin .hour, il n'y a pas le .day, mais bon, là, on l'a déjà vu avant, je le remets ici. Ok, de la même façon. Une chose intéressante souvent, c'est que dans vos applications, vous allez partir d'une date T0 par exemple, et vous allez vouloir ajouter par exemple 15 jours par 15 jours. Prenons une date initiale ici, donc T1, qu'on définit comme étant datetime, donc 2018. Alors souvent pour éviter les problèmes, même si vous spécifiez seulement l'année, le mois et le jour, choisissez plutôt le type datetime, à part quand ça vous est spécifiquement demandé d'utiliser le type date.
mais datetime, il est plus complet et il est compris par tous les autres packages qui gravitent autour du package datetime lui-même. Ok, donc le type datetime est préférable en général, moi j'utilise plutôt datetime. Donc year 2018, month 7, date 12. Donc une autre date donc, que j'appelle T2 et T3 qui est comment dire, le delta entre ces deux dates. Donc si je fais T1 moins T2, donc l'opérateur soustraction ici, ça va me donner en jours, en jours, en minutes et en heures éventuellement s'il y avait des différences, mais là je ne les ai pas spécifiées, la différence, enfin l'écart de temps entre ces deux dates. Donc là on voit qu'il y a 201 jours, ok, il y a 201 jours de décalage. Si je fais ça, voilà. Donc T3 égale, ça je l'ai mis dans le print, T3.days, vous avez si vous récupérez le nombre de jours de décalage, c'est .days. Si vous laissez T3 comme ça, vous allez avoir les minutes, etc. Si vous voulez juste faire .days pour récupérer le décalage en jours. On définit une autre date qu'on appelle T4 et pour présenter une fonction qu'on appelle timeDelta. Donc T4 c'est T1, donc la date initiale, plus dt timeDelta day égale -1. Donc c'est-à-dire que on va enlever un jour à la date initiale, okay, grâce à la fonction, à la méthode timeDelta. Ok. TimeDelta, c'est bien 2018 7 11, alors que la date initiale, c'est 2018 7 12. Donc on a bien soustrait un jour. Okay. Imaginez, vous voulez soustraire 14 jours. Donc là, ça veut dire qu'on retombera sur le mois de juin normalement. Donc 14 jours. Regardez, ça l'a géré automatiquement pour vous. On retombe sur le 28 juin. Donc pas besoin de s'inquiéter du nombre de jours dans un mois, etc. T5, on peut aussi soustraire ajouter ou soustraire des minutes. Donc là, j'ai fait égal -1, donc on peut faire +1 ou 1 pour que ce soit vers l'avant. Okay. Donc ici, minute 1, donc on a ajouté à T1 une minute. Donc là, c'est toujours année, mois, jour, heure, minute. Donc on lui a ajouté une minute. Ok. Donc par contre, pour ajouter des mois, je crois que month ici, ça ne fonctionne pas avec timeDelta. Donc il y a un autre petit package là, que je vous ai mis ici, qui s'appelle dateUtile, .relative_delta, et vous pouvez faire T5, donc toujours le même objet, ou T1 plutôt, ok. Relative delta, month plus 6, si vous voulez ajouter par exemple 6 mois. Okay. Donc si on veut ajouter 6 mois à la date T1, voilà, donc là on est le 7, on est en juillet, le 12 juillet 2018, j'ajoute 6 mois et je me retrouve le 12 janvier 2019. Ok, okay. Donc ça c'était le fonctionnement des objets datetime et date. Enfin, de façon simplifiée, il y a d'autres choses, évidemment. Donc, prenons la variable maintenant qu'on a définie plus haut. Donc maintenant, c'est année, mois, jour, minute, etc. Si j'ai envie de convertir cet objet-là, qui est un objet Python datetime, en chaîne de caractères, en string, ok, ben, je vais le faire à l'aide de la fonction string ftime. Donc ça veut dire string from time, de façon plus élargie. Donc maintenant underscore str, c'est la variable dans laquelle je vais stocker cette nouvelle variable en chaîne de caractères. Donc maintenant, je mets mon objet qui correspond à l'objet de datetime ici. Et voilà comment ça se passe. Je vais mettre ici une chaîne de caractères un peu spéciale avec ici des pourcentages M, pourcentage D, pourcentage Y, pourcentage H, M, S. Ok, avec des 2 points à l'intérieur de ça et à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Donc, ces pourcentages M, pourcentage D, pourcentage Y, je ne les mets pas au hasard. Ça correspond à une référence que je vous ai mise sur le site ici. Donc, vous voyez, prenons le pourcentage Y en majuscule, ça correspond à l'année, comment dire, l'année avec le siècle comme enfin l'année en 4 chiffres en gros. Ok. Donc ça voudra dire que ici, après le deuxième slash ici, je vais vouloir caler l'année. Le D c'est pour le jour,
le M c'est pour le mois, ok, H, minute, seconde. Donc mois, jour et année. Donc là, on aurait peut-être mettre jour au début et mettre M après. Vous voyez ici, donc là, bon, le jour, le mois, l'année et le temps sont stockés sous le format chaîne de caractères. Donc si le format là vous convient pas avec les slash, avec les deux points, etc., vous pouvez tout à fait mettre en fait n'importe quoi entre. Donc là, juste pour illustrer un peu bêtement, à la place des slash, je vais mettre 2 étoiles. Voilà. Enfin, j'en sais rien, personne ne présente une date comme ça, mais juste pour dire que finalement, vous pouvez présenter vraiment comme vous voulez. Ok. Donc, sur le petit site que je vous ai mis là, vous avez la référence en fonction de comment vous voulez convertir d'un objet datetime vers un objet chaîne de caractères. Donc on va le voir après, un tout petit peu plus loin, dans les exemples d'importation de package. Parfois, vous allez avoir des dates sur des bases de données écrites avec des mois écrits en toutes lettres. Et du coup, ça vous permettra de le parser, quoi, de le récupérer au format datetime. Donc là, on a fait datetime en chaîne de caractères. Mais on peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire chaîne de caractères, donc string, vers l'objet datetime. Donc, en fait, je reprends celui que j'ai défini juste avant, donc maintenant string, ok. Donc maintenant string, c'est quoi son format? Son format, c'est bien le jour, le mois, l'année, une virgule, un espace, les heures, deux points, les minutes, deux points, les secondes. Donc en fait, je reproduis ici le format que j'observe dans ma chaîne de caractères, ok. Donc vous avez bien la virgule ici, un espace là, etc. Et en fait, Python est capable de, du coup, transformer cette chaîne de caractères en objet datetime. Donc on peut stocker dans, on va l'appeler, bon, je sais pas, new datetime. Ok, new datetime, il contient bien un objet datetime. Ok. Donc ça, c'est pratique, et on va voir pourquoi. Ok, donc là, on passe à la troisième partie, donc chargement des données série temporelle. Donc on a vu comment on utilisait un tout petit peu Panda. On a vu comment on utilisait le package datetime. Maintenant, on va essayer de mixer un peu les deux pour l'importation. Donc, ici, j'ai remis un certain nombre de packages que j'ai disséminés un petit peu dans le code. Donc, vous, quand vous ferez vos projets ou vos Jupyter Notebook, vous, comme d'hab, vous le mettez dans une cellule unique au début, hein. Moi, j'ai fait ça un peu brouillonnement. Ok, donc, pour importer un data frame, enfin, pour importer un CSV, pardon. Donc là, ici, je vous le stockerai dans l'onglet data de la Dropbox. Okay. J'ai appelé ça data exemple chapitre 4. Ok, donc PD, donc le label pour Panda, .read CSV, c'est la méthode qui permet de lire des CSV. Ok, donc si je fais le point head, qu'est-ce que je vois? C'est que finalement, là, il y a un petit problème. C'est que j'ai date, point virgule, valeur, et là, j'ai des dates, point virgule, une valeur, et tout. En fait, j'ai une seule colonne, là. Donc le souci, c'est que j'ai pas spécifié le séparateur. Le séparateur de mon CSV, c'est des points-virgules. Ok. Donc, ici, on va lui spécifier, en fait, on refait l'import, là je vous ai montré comment on le fait mal en se plantant. On refait l'import avec pd.readcsv. Ici, on va ajouter virgule, un keyword argument, sep égale point virgule. Donc là, on lui dit le séparateur, c'est le point virgule. Ok. On lui dit aussi une autre chose, c'est que parse date, parce qu'il va falloir lui indiquer que finalement le 01/07/1991, c'est des dates. Parce que si vous lui dites pas, avec ces keywords d'argument, il va pas comprendre et lui, il va considérer que c'est une chaîne de caractères. Ok. Disons que Panda, quand lui, il importe les dates contenues dans des CSV, il les considère comme des chaînes de caractères et il ne connaît pas la notion de date. C'est à vous de lui dire, ceci est une date. Donc, l'argument parse date, donc ça c'est dans la documentation hein, de panda.readcsv. Pour vous en convaincre, je vais sur la documentation. Panda.readcsv, le file, donc on retrouve notre argument sep, donc ou délimiter, en fait vous pouvez utiliser les deux.
vous avez plein d'autres arguments, et à un moment donné, vous avez parseDate, ici. Ok, donc c'est bien un keyword de la fonction readCSV. Donc parseDate égale date, donc ça c'est pour lui dire la colonne qui va contenir les dates, c'est la colonne qui s'appelle date, en fait. Et dateParser, donc c'est un autre keyword argument, ok, un autre keyword argument de la liste de la documentation. Et ici, je lui passe une fonction que j'ai définie moi-même, que j'ai appelée dateParse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle prend un argument x, donc x que je considère comme étant une chaîne de caractères, ok. Comme je vous ai dit, Panda, qu'à lui, il importe, il comprend les dates comme une chaîne de caractères, donc x, là, vous devez l'entendre comme chaîne de caractères. Et ça me renvoie quoi? Return dt.datetime, et là, magie, vous reconnaissez la fonction qu'on a vue juste avant, strptime. Donc, à partir d'une chaîne de caractères ici, ok, on va la transformer en objet datetime. Ok, et cette fonction-là, dateParse, que j'ai appelée dateParse, vous devez la mettre en valeur du keyword date_parser. Alors, quand on fait ça, tout se passe bien normalement. J'imprime le DF, et voilà ce que j'ai. J'ai deux colonnes. Une colonne date, avec un truc qui ressemble à des dates, et une colonne de valeur. Et pour être certain, finalement, que ce que vous importez ici, dans la colonne date, c'est bien le type date, vous faites df.type, et vous voyez bien que le type en face de date, c'est bien un datetime64. Donc, peu importe le 64 et le ns, mais c'est plus un objet ou une chaîne de caractères, c'est bien une datetime. Panda l'a bien reconnu comme étant un datetime. Si par exemple j'aurais refait ici avec cep sans lui spécifier rien du tout, j'aurais fait dtype, regardez ce qu'il y aurait eu en face de date. Il y aurait eu objet. Et là, on n'aurait pas pu faire des manipulations de date dans le dataframe après, parce qu'il ne sait pas ce que c'est juste un objet. Ok. Donc voilà, donc là tout s'est bien passé a priori. Voilà. Un cas d'importation un tout petit peu plus compliqué. Donc Panda read CSV, c'est data2 exemple chap4. Donc le premier c'était data exemple chap4 et là j'ai mis un data2. Okay, le séparateur c'est toujours un point virgule. Et quand je l'importe, ça me donne des dates comme ça. Donc j'ai imaginé, en fait c'est moi qui l'ai produit, qui ai simulé ce problème-là. Vous avez le jour, le mois, espace le mois en toutes lettres, espace tiré espace l'année. Donc là, comme ça, si vous faites df.dtype, normalement ça va vous ressortir objet ou chaîne de caractères. Ok. Donc ça vous ressort objet. Donc là, il ne reconnaît pas la colonne comme étant une colonne de date. Donc, ce qu'on peut faire ici, soit on recrée une fonction qui permet de parser la date et vous le passez dans dateParser. Ok. Comme on a fait avant, en fait, sauf que ici, vous allez modifier le format en fait, de l'objet que vous avez ici. Ou soit on peut faire autrement. Donc là, en fait, c'est simplement une autre façon de faire. Okay. Vous avez importé le data frame. Ok. Maintenant, vous créez une nouvelle variable que vous appelez new.dateCall. PD, et vous avez une autre fonction qui s'appelle toDateTime. Donc toDateTime, il prend comme argument la colonne date, donc df crochet date, virgule, format, et c'est là que vous devez spécifier le format pourri que vous avez dans votre base de données. Donc D, espace pourcentage B, donc ça correspond au mois en toutes lettres, espace tiré, et le Y que vous connaissez, c'est la date. Donc je l'exécute, je regarde ce qu'il y a dans la nouvelle colonne. Dans la nouvelle colonne, vous avez quelque chose qui ressemble bien plus à une date au format Python qu'avec des mois en toutes lettres. Et vous avez bien ici le dtype ici pour vous en convaincre, qui est bien datetime64ns. Donc là, la new date call, elle contient bien une colonne qu'on aimerait remplacer dans notre data frame initial. Donc on remplace df date égale new date call. Je réimprime df,
Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, j'ai plus mes dates avec avec des lettres et tout ça, avec les mots en toutes lettres. Et j'ai bien des dates qui ont, qui ont la bonne propriété, qui ont le bon format pour être compris comme étant du datetime. Ok. Donc voilà, ça c'est deux trucs simples de gestion de date, parce que souvent enfin, les étudiants, quand ils vont importer leur propre base de données, quand ils vont les constituer, ils vont avoir des soucis avec les dates. Alors évidemment, si vous avez d'autres soucis un peu plus particuliers, donc vous pouvez chercher sur Internet, vous pouvez nous demander sur le Discord si vous en avez besoin. Ok, donc la partie 4 que j'ai appelée préparation du jeu de données, c'est simplement de la manipulation d'un data frame qu'on a déjà importé dans dans la partie précédente. Ou dans la partie précédente, ou un data frame en général que vous avez déjà importé. Ok. Donc là, je redéfinis ma petite fonction dateparse, ok, et là, je vais utiliser des données que je mets à votre disposition également. C'est les données de bourse de l'action Google. Ok. Euh, donc, parse date, toujours la colonne, elle s'appelle cette fois date avec un D majuscule, ok, dans les données. On peut observer en fait on peut observer les données. Alors, une petite seconde, j'essaie de. Hop. Donc, si on regarde les données, google.csv, donc vous aurez l'équivalent sur votre Dropbox. Vous pouvez les regarder avec un bloc-notes, là c'est Notepad++, enfin vous pouvez l'observer avec le bloc-notes en général. Donc là, la première ligne, ça correspond bien à une ligne de nom de colonne. Donc la première c'est date avec un D majuscule, il faut faire gaffe, là il y a des majuscules, etc. Ok. Si on retourne sur notre truc, data gouv.csv, parse date avec la majuscule, date parseur, date parse que j'ai défini juste avant, et le séparateur ici, c'est un séparateur, c'est des virgules, c'est plus un point virgule. Ok. Euh, je l'ai ici df.index égale date, égale df date. Ça veut dire que, alors comment vous montrer cela? Donc si je fais ça et que je regarde, là j'ai bien une colonne à part entière qui s'appelle date, qui contient les dates. Maintenant là j'ai toujours, vous savez, le fameux index, là, 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à la fin des données. C'est un comptage en fait. Si vous lui donnez pas au data frame d'index, eh ben lui en fait il va vous en donner un par défaut qui est le comptage du nombre de lignes en partant de 0. J'ai envie de définir cet index, moi, comme étant égal à la colonne date. Donc, je le clique ici, sauf qu'ici, là, je prends un peu garde, des fois, je change de nom, donc df2, je renomme un nouveau data frame, donc df2. df2 égale df.drop column date. Donc, ça veut dire que, étant donné que la colonne date, on l'a mis comme étant un index, on peut maintenant la supprimer d'un ensemble des colonnes. Donc, quand on affiche df2, on a bien quelque chose de plus propre. Donc vous avez les colonnes de valeurs, open, high, low, close, clôture ajustée, volume. Et regardez ici, il n'y a plus le comptage 0, 1, 2, 3, 4, il y a bien des dates. Ok. Euh, vous pouvez manipuler, vous pouvez, comment dire, désigner, spécifier une fréquence. Là, on est en journalier, ok. Si vous lui donnez une fréquence, donc df2 égale df2 asfrec, avec un petit d à l'intérieur, ça voudra dire daily, ok. Donc, le truc, c'est que si vous faites ça, avec df2 asfrec d, lui, il va vraiment considérer qu'il vous manque des données, en fait. Si vous définissez votre data frame ici de bourse comme étant à fréquence journalière, en lui donnant la fréquence, il va apparaître des nans ici. C'est quoi les nans? Ben, ça correspond au jour de fermeture, de bourse, donc les week-ends, ok, 25, 26, etc. Et c'est souvent par paire de 2. Donc, ça peut être intéressant de le faire pour certains, mais voilà, là, c'est simplement que je vais pas, on va pas le faire parce que ça crée du NA, il faudrait les supprimer après. Mais alors, pour certaines fonctions, on en aura peut-être besoin après, on verra. Alors, ça, c'est pas bon, donc je réimporte le tout, ok.
Donc DF2, on garde le DF2 standard sans les week-ends qui apparaissent en N1. Donc DF2 quarter et DF2 month. Là, c'est deux fonctions que je vous montre. Donc je crée une nouvelle colonne que j'appelle quarter, okay, dans le DF2, qui est égale à df.index. Okay, donc .index, vous vous souvenez, c'est les dates. .quarter, ça va vous récupérer en fait un entier qui représente le trimestre. .month, ça va vous récupérer un entier qui représente le mois, évidemment. Donc on peut regarder ce que ça fait. Donc ça peut être pratique. Regardez ici, janvier, 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 février, février, février. On a bien du 1, 1, 1 partout, ça correspond bien au premier trimestre. Par contre, ici, mois, 1, 1, 1, 1, 1, et 2 quand on passe au mois de février. Ok. Donc ça peut être utile aussi pour faire du tri dans vos données, etc. Si vous voulez sélectionner que les valeurs du troisième trimestre, par exemple, ou seulement les valeurs du mois de décembre, vous ajoutez des variables comme ça, quarter et mois, et vous pouvez filtrer après, comme je vous ai montré dans les parties précédentes. Okay. Donc juste pour être sûr ici qu'on a bien 4 trimestres, parce que là on voit que le 1, parce qu'on a fait que le head 9, on a utilisé la petite fonction set, qui permet de donner les uniques éléments de la colonne quarter. Donc il y a bien 1, 2, 3, 4 qui représentent les 4 trimestres. Donc si on veut, la façon la plus propre de faire ça, en fait, c'est avec lock. Ok. Si on veut sélectionner, comme je vous disais, par index ici, mais avec les valeurs de l'indice, faire une sous-sélection, il faut utiliser lock, donc 2020-4-7 à 2020-5-15, entre deux points. Panda va reconnaître automatiquement, il va vous sortir l'intervalle, toutes les données dans cet intervalle-là, en utilisant lock. Okay. Si vous utilisez iLock, il va falloir utiliser des indices, c'est-à-dire de 5 à 15 par exemple. Okay. Donc là, on regarde un petit peu les détypes de tout ça. Donc effectivement, open, ILO, close, court ajusté, vous avez que du float, donc du nombre décimal, des réels. Volume, c'est un entier, quartier entier, trimestre entier et mois entier. Donc là, vous avez DF2 qui est quelque chose d'exploitable à peu près correctement. Donc ici, imaginez, vous souhaitez faire un truc, là vous avez des données en journalier, vous avez envie de travailler en weekly par exemple, en semaine. Donc, vous pouvez créer un autre data frame qui dépend du data frame précédent, donc df2. Vous avez la fonction .resample avec W pour week. .last. Ok, donc je l'exécute et je vais vous expliquer ce que ça a fait. Donc, attendez, ça je le masque, je réexécute parce que là j'ai pas toutes les données. Ok, ça je vais vous le fixer à un moment où je vous le mettrai. Donc la df2 il y a toutes les données. Ok, donc je reviens, excusez-moi. Donc ici, oui, puisque c'est le head, je suis idiot, c'était bon. df2.resample, alors attendez, ça je le remets, excusez-moi. Voilà, donc df2.resample weekly, .last. Donc ça veut dire qu'on a repris les données journalières et automatiquement, étant donné que votre index c'est des date time, Panda vous a refait une base de données à la semaine. Okay. Et il l'a fait correctement. Sauf que ici, j'ai mis .last, parce qu'il faut bien une méthode d'agrégation, sachant qu'on passe d'un data frame en fréquence un peu plus haute, qui est les fréquences journalières. Si vous passez en fréquence weekly, quelle valeur on prend dans la semaine, quelle valeur de quel jour on prendrait dans la semaine pour définir notre data frame au format weekly. En fait, le .last, c'est ce que ça fait. En gros, ça dit, pour une semaine donnée, prends-moi le dernier point, ok, le dernier point de la semaine, et considère que c'est le bon point, que c'est le point weekly. Alors, ça pose un problème de le faire comme ça, parce que là, on a
si vous regardez un petit peu la bourse, on a un petit problème, c'est que effectivement pour la clôture et pour la clôture ajustée, si on considère la donnée de la semaine, la bonne donnée de la semaine comme étant le dernier jour de la semaine, c'est cool pour la clôture et la clôture ajustée, ça fonctionne. Par contre, c'est assez bizarre de considérer l'ouverture, donc l'open du dernier jour de la semaine. C'est bizarre. Parce qu'en général, vous savez, on fait les chandeliers, les graphiques chandeliers en bourse. Et en fait, si vous mettez au format weekly, le bas du chandelier, donc l'ouverture, ça correspondra en fait à la valeur d'ouverture du premier jour de la semaine. Vous voyez le problème ou pas? Pareil pour le high et le low. Le high, finalement, c'est pas le maximum, enfin, c'est pas le high du dernier jour de la semaine en question, mais c'est le max de tous les highs de la semaine considérée. Ok, donc pour pallier à ce problème-là, on peut le faire de façon un peu plus compliquée. C'est df4 égale df de resample w comme d'hab, point ag, donc pour aggregate, et là vous lui donnez une sorte de petit dico ici entre accolades. Donc pour l'open, c'est ce que je vous disais, on va prendre le premier jour de la semaine en question. Pour le high, on va prendre le max, ok, le max des highs. Pour le low, on va prendre le minimum des lows, donc c'est le vrai low de la semaine. Pour le close, on va garder le last, et pour la on va garder le last. Pour le volume, bah, s'il y a un volume journalier, si il y a 5 jours dans la semaine, si dans la semaine tu as 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 35 000, bah, tu fais la somme et tu as le volume de la semaine. Donc voilà, j'ai considéré que somme c'était coût pour volume. Donc là, ça va vous donner, c'est stocké dans DF4, et ça va vous donner quelque chose de beaucoup plus correct d'un point de vue de la donnée que vous êtes en train de traiter. Il faut toujours penser à quoi correspond la donnée. Si vous faites un resample de daily vers weekly, il faut penser comme je viens de le faire. C'est-à-dire qu'il faut voir, open, c'est déjà quelque part une variable qui est un peu temporelle. Ça a la notion d'ouverture. Donc il faut voir quand vous ressemblez où est-ce que vous pouvez, comment vous agrégez en fait, chacune de ces colonnes. Ok. Donc là, c'était une petite comparaison voilà, avec le DF qui était en journalier. Donc là, vous avez bien 24, 27, 28. Donc là, 24 à 27 parce qu'il y a le week-end entre les deux. Donc 27, 28, 29, 30. Donc ce qu'on pouvait faire comme comparaison, c'était la fin de la semaine. Ici, c'est bien le 31. Ok. Alors c'est assez bizarre. Normalement, ça n'a pas pris les bonnes dates exactement. Bon c'est peu importe. En réalité, c'est pas très grave. Je le corrigerai quand je vous l'enverrai sur le data frame, sur la Dropbox, pardon. Mais là, là, vous pouvez faire la comparaison de ce que je vous ai expliqué juste avant entre le data frame daily et le data frame weekly. Mais je le referai de telle sorte que ça matche correctement. Ok, donc ajout de variables transformées. C'est simplement un ajout de variable. En clair, vous voulez ajouter une variable dans le df4 qui s'appelle close shifted égale df4 close .shift, et shift en fait c'est simplement l'opérateur de lag que vous connaissez en économétrie de série temporelle. Okay. Donc ici, quand on observe ce que ça fait dans le df4, il y a bien un an qui apparaît ici puisqu'on a shifté le close. Donc ici 1466, ça correspond bien à celui qui était là avant. Donc à t-1 en clair. Donc ici, voilà, donc là c'est le shift. Donc si vous, là je vous ai montré 3 façons de calculer le taux de variation, ok. Donc voilà, 3 façons. C'est la même chose. Sauf qu'il y en a un qui approxime. Ok, il y en a un qui approxime un peu mieux ici le nplog. Le nplog, c'est une approximation, c'est la différence première des logs. Donc voilà. D'ailleurs, je me suis bourré, c'est pour ça. Ok, donc là c'est peut-être mieux. Ouais. Donc là il y a peut-être comment dire, c'est de façon calculatoire, il y a des différences dans les décimales qui sont au fond, c'est pas très grave. Ok.
Donc là, 3 façons de faire vous en aurez besoin pour vos mémoires. Ok, donc là c'est une introduction rapide à ce qu'on appelle décomposition. Quand vous travaillez avec des séries temporelles, en général, les séries temporelles elles sont décomposables en 3 parties, en trois composantes. Une partie, comment dire, déterministe qui est la partie saisonnière. Si vous travaillez à des températures par exemple, ça fera une oscillation saisonnière, ou par exemple un trend. Et une partie cyclique. Donc une fois que vous avez retiré le trend, vous avez un cycle. Et enfin, vous avez une erreur éventuellement. Donc une série temporelle comme ça se décompose. Vous avez peut-être vu les films d'Aldrich-Prescott et des choses comme ça. Donc on va voir comment on fait. Donc prenons... pas loin. Ok. Donc prenons le data d'exemple de chapitre 4, ici. Donc là, on peut en faire un petit plot avant toute chose pour voir à quoi ça ressemble. C'est toujours la bonne chose à faire. Donc df, je vous montre une façon ultra rapide de faire un plot. Donc df value, donc vous sélectionnez la colonne, point plot. C'est une méthode aussi de... Voilà, donc là vous avez des données comme ça. Donc vous voyez qu'il y a bien une tendance un petit peu comme ça, croissante, avec un cycle qui varie. Ok, donc on peut décomposer de deux façons, multiplicative et additive. Donc multiplicative, c'est quand finalement la valeur de votre série, elle est générée par la multiplication d'une constante d'un train, de la saisonnalité et d'une erreur. Donc la valeur de cette série, elle est multiplicative si ce qui lie tous ces éléments, c'est la multiplication, et elle est additive si c'est l'addition. Donc pour décomposer, c'est très simple. Vous avez une fonction ici, seasonal decompose, ok, qui est tirée de stat model. Donc on l'utilisera un peu plus loin, stat model, un peu plus souvent. Et donc vous pouvez mettre df value ici, le type de modèle additif ou multiplicatif. Ok, et donc là ça vous décompose bien la série. Donc ça, vous avez la série initiale, donc c'est le premier graphique que je vous ai montré. Vous avez la partie cyclique, donc là on voit bien le cycle. Vous avez le trend, c'est la tendance, et la partie résiduelle. Ok. Alors pourquoi je vous montre ça? En général, quand vous travaillez, enfin vous allez avoir plein de séries, quand vous travaillez avec les séries temporelles et que vous allez appliquer les modèles ARMA, il va falloir que vos séries temporelles soient détrendées souvent, et éventuellement aussi qu'on ait enlevé le cycle de cette série temporelle, de telle sorte que votre série temporelle déjà elle soit stationnaire, ok, et que quand bien même elle serait stationnaire avec un cycle, il faudrait qu'en fait, quand vous allez la mettre dans des modèles derrière, donc type ARMA, etc., ou des modèles linéaires simples, il faut qu'en fait vos coefficients ils, ils expliquent quelque chose d'un peu aléatoire. Parce que si vous laissez dans vos données de la tendance et du cycle, bah en fait votre coefficient, vous allez juste expliquer un cycle. Vous n'allez pas expliquer sur des chocs. Donc vous allez forcément trouver peut-être des fois des choses proches de 1 avec des tendances, si vous avez des tendances, etc. Et ça fera des régressions fallacieuses. Bref, en tout cas, les séries temporelles, vous pouvez les décomposer de la sorte. Donc je l'ai décomposé, et évidemment, résulte mult, c'est le résultat de la décomposition qui contient plusieurs choses. Qui contient résulte mult.observed pour la série observée, donc ça vous l'avez déjà. Point seasonal pour la partie cyclique. Point trend pour le trend. Ok, donc si vous voulez récupérer ces séries-là et vous en servir, ou même le résidu, point résid, vous pouvez vous en servir sur des régressions, des choses comme ça. Ok, donc là c'est la même chose, mais comment dire, de façon additive. Et alors ce qu'on voit, c'est que finalement, ça
on peut pas le dire vraiment comme ça, mais c'est que la décomposition multiplicative, elle fonctionne mieux. Pourquoi? Parce que le résidu a plus l'air, a priori, d'une sorte de bruit blanc. Ok. Alors qu'ici, vous voyez le résidu avec la méthode additive, ici, là, il y a beaucoup de cycles. En fait, on voit du cycle dans les résidus et une sorte d'explosion ici, encore une fois cyclique. Donc c'est assez bizarre ici la série résiduelle que ça vous sort. Vous pouvez, rien que par l'observation, voir que celle-ci fait un meilleur travail de décomposition. Donc ça, c'est le fil de Aldrich-Prescott qu'on vous a certainement présenté en cours. Donc celui-ci, en fait, il prend la série observée et partie cyclique et partie trend. Donc en fait, Aldrich-Prescott, quand vous faites vos tests de ratios unitaires et que vous déterminez par exemple qu'il y a une tendance dans votre série, une façon de supprimer la tendance de votre série, c'est un filtre Aldrich-Prescott. Vous pouvez également faire fitter un trend linéaire par l'OLS et détreindre avec une droite finalement. Sauf que là, vous voyez, le trend, il est pas totalement, c'est pas totalement une droite. Donc si vous voulez supprimer un trend plus spécial qu'un simple trend linéaire ou quadratique, vous pouvez utiliser Aldrich-Prescott. Ok, donc là, on a terminé sur ces deux grosses parties. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la troisième petite vidéo, on va faire l'exemple de visualisation pour terminer. À tout de suite.